Ma mère a donné mon entreprise de 4 millions de dollars à ma sœur pour une seule raison, elle a des enfants, j'ai souri, et je suis parti. À peine un mois plus tard, ma mère m'a appelé, en pleurs et paniquée, s'il te plaît, sauve ta sœur. Elle ne va pas bien, j'ai répondu calmement, que s'est-il passé? Oh. Vraiment? Et pourquoi devrais-je l'aider? Je m'appelle Madison. J'ai 28 ans. Et voici l'histoire de la façon dont une phrase a transformé l'œuvre de ma vie en lot de consolation pour quelqu'un d'autre. Cela semblait inoffensif au début, presque doux, le genre d'excuse que les familles emballent avec amour pour que cela blesse plus poliment. Au moment où ma mère a fini de la prononcer, 4 millions de dollars de sang, de sueur et de nuit blanche avaient, en silence, changé de main. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas renversé de table ni menacé de procès. J'ai souri, j'ai signé là où elle me l'a dit, et je suis parti, comme si je quittais simplement une réunion qui avait duré trop longtemps. En apparence, c'était la fin de l'histoire. La fille forte s'effaçait parce qu'elle s'en sortirait, et la fragile était enveloppée dans une entreprise qu'elle n'avait jamais construite. Ce que ma mère ignorait, c'est que j'avais déjà commencé à voir des chiffres qui ne collaient pas. Des lignes de crédit apparues de nulle part. Des coups d'expansion vagues, qui sentaient plus le désespoir que la stratégie. Le jour où je suis sorti de ce bureau, mon nom était encore emmêlé dans des documents que je n'avais jamais vus. Et quelque part, sous l'image de marque impeccable, quelque chose de les commençait à pourrir. 30 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Même sonnerie, mais un poids différent. Je l'ai regardé vibrer sur mon bureau, dans mon nouveau studio à moitié vide, entouré d'échantillons de peinture et de briques nues, au lieu de murs de verre et de banques d'accueil. Je savais déjà, dans les grandes lignes, ce qu'elle fuyait. Je ne savais juste pas jusqu'où elle s'attendait à ce que je la poursuive pour elle. J'ai répondu quand même. Sa voix m'est parvenue par morceaux brisés, trempés de panique. S'il te plaît, sauve ta sœur. Elle ne va pas bien. Les appels, les lettres, la banque. Tu dois arranger ça. Tu sais comment tout cela fonctionne. C'était encore là. Ce vieux réflexe enfoui dans son ton. Tu es la forte. Tu es celle qui nettoie. Tu es le filet invisible sous chaque chute. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que cette fois, le filet avait un couteau dans les mains. Restez avec moi jusqu'à la fin, et vous verrez comment cette seule phrase a non seulement coûté à ma famille un empire de 4 millions de dollars, mais a aussi transformé mon silence en la vengeance la plus tranchante que je pouvais offrir. Je ne me suis pas réveillé un matin avec une entreprise de plusieurs millions et une pile de contrats. La première version de mon rêve tenait sur une serviette tachée de café, que j'ai gardée pliée dans mon portefeuille pendant des années. Je l'ai esquissée pendant une équipe de nuit dans un magasin de meubles, en équilibre sur un tabouret, coincé entre les retours et les clients ennuyés, dessinant de minuscules salons et cuisines comme d'autres griffonnent des fleurs. Cette serviette a senti le café brûlé et le parfum bon marché pendant si longtemps qu'elle est devenue une sorte de talisman. La preuve que je voulais cela assez fort pour le dessiner dans les marges d'un boulot sans avenir. À partir de là, ce fut une ascension lente et implacable, des consultations gratuites, des projets sous-payés pour des gens qui en parleraient à leurs amis, des week-ends passés à transporter des meubles au lieu de sortir. Mon premier portfolio était un patchwork de faveurs et de minuscules victoires. À 23 ans, j'avais mon premier vrai bureau, à peine plus grand qu'un placard, mais peint avec les couleurs que j'avais choisies. À 26 ans, j'avais une équipe, une liste d'attente, et une réputation dans la ville. Si Madison prend votre projet, elle ne le laissera pas échouer. En dehors du bureau, l'histoire était moins flatteuse. Dans ma famille, l'effort et le résultat n'étaient pas la monnaie qui comptait le plus. Ma mère adorait parler de mon succès à ses amis, mais à l'intérieur de la maison, les éloges empruntaient un chemin différent. L'urgence la plus bruyante l'emportait toujours, et c'était rarement la mienne. Le souvenir le plus clair n'est pas fait de 10 faveurs différentes. C'est une scène précise, tranchante, que je ne peux pas effacer de mon cerveau. J'avais 21 ans, je fixais cette même serviette sur la table de la cuisine, expliquant qu'on m'avait offert une place dans un programme de design compétitif à l'étranger, le genre de programme qui ouvre des portes dans cette industrie. Les frais de scolarité étaient couverts. J'avais juste besoin d'aide pour les frais de vie des premiers mois. Sur le comptoir à côté de moi reposait une pile de factures impayées au nom de ma sœur. Carte de crédit, paiement de voiture, des choses qu'elle appelait des problèmes temporaires. Et que ma mère appelait la vie, ça arrive. Ma mère a pris la serviette, a souri à l'esquisse, et l'a reposée doucement. Tu es forte, m'a dit,
a-t-elle dit. Tu trouveras une solution. Ta sœur, elle a besoin de plus d'aide. Elle a plus de choses sur les épaules. La force aurait dû être un compliment dans notre maison. Cela ressemblait à une malédiction. Plus j'étais forte, plus il devenait facile de décider que je pouvais vivre sans ce qu'il n'aurait jamais songé à lui refuser. Je suis resté. Je ne suis pas parti à l'étranger. J'ai déversé cette déception dans mon travail, dans l'entreprise qui porterait un jour mon nom sur la porte. Nous n'avons plus jamais parlé de ce choix. Mais chaque fois que ma mère balayait l'une de mes réussites avec un « tu t'en sortiras », pour se précipiter colmater un autre trou dans la vie de ma sœur, cette serviette brûlait un peu plus fort dans ma mémoire. Des années plus tard, quand l'entreprise a finalement décollé, ma mère a commencé à utiliser une nouvelle expression, héritage familial. Elle le disait lors des dîners, pendant les vacances, devant des parents éloignés qui hochaient la tête avec approbation. Nous construisons quelque chose qui restera dans la famille, disait-elle, comme si nous étions tous d'accord sur ce que nous voulions dire. Elle voyait les clients, les récompenses, les pages de magazines. Elle voyait le calendrier de réservation qui ne semblait jamais avoir assez d'espace blanc. Ce qu'elle ne voyait pas, ou choisissait de ne pas voir, c'était l'arithmétique silencieuse derrière tout cela. Chaque projet décroché parce que j'étais resté tard. Chaque relation que j'avais bâtie à partir de rien. Chaque risque réussi parce que je l'avais soutenu avec ma propre réputation. Les gens aiment romancer l'idée de l'entreprise familiale, cela semble chaleureux, sûr, enveloppé de tradition. Mais si la définition de la famille change chaque fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, sur quoi construisez-vous exactement? Cette question ne s'est pas transformée en mots jusqu'au jour où ma mère m'a demandé de la rencontrer au restaurant pour parler de l'avenir de l'entreprise. À l'époque, je pensais que nous allions enfin nous asseoir à la même table, d'égal à égal. Je suis entré en portant le blazer que j'avais acheté après avoir signé mon premier contrat à 7 chiffres, la serviette tachée de café pliée comme un secret dans mon portefeuille. Je n'avais aucune idée qu'à la fin de ce repas, la serviette ressemblerait moins à un symbole de mon rêve qu'à la preuve d'un crime. Le restaurant était l'un de ces endroits avec un éclairage tamisé et une musique douce, le genre de cadre que les gens choisissent pour les grandes nouvelles qu'ils veulent habiller d'élégance. Ma mère l'avait choisi parce que, tu mérites un endroit agréable, mais cela ressemblait plus à une scène de théâtre qu'à une célébration. Elle était déjà assise quand je suis arrivé, les doigts enroulés autour d'une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. La vapeur avait disparu. Le thé avait refroidi. Ce détail m'est resté plus tard. Un étrange petit miroir de tout ce qui allait suivre. Regarde-toi, a-t-elle dit alors que je m'asseyais, ses yeux balayant mon blazer, mon sac d'ordinateur, l'épuisement que j'essayais de cacher. Tu as trop travaillé. Pendant un instant, je me suis laissé croire que nous étions du même côté. J'ai commencé à parler du nouveau projet d'hôtel, du potentiel d'expansion, de la façon dont notre boîte de réception débordait. J'ai exposé des idées pour recruter, pour affiner notre marque, pour enfin déménager dans un espace qui correspondait à l'échelle de ce que nous étions devenus. Elle écoutait, hochant lentement la tête, puis a posé sa tasse avec un léger tintement qui a coupé mon enthousiasme. J'ai réfléchi à l'avenir de l'entreprise, a-t-elle dit, faisant écho aux mots de son SMS. À l'héritage familial. Cette phrase encore, elle flottait entre nous comme une réplique répétée. Je veux que ce soit sûr, a-t-elle continué. Stable. Pas si dépendant d'une seule personne. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que cette seule personne, c'était moi. J'ai parlé de la mise en place de systèmes, de la formation des managers, de la diversification de notre clientèle. Elle a secoué doucement la tête, comme si j'avais manqué l'essentiel. Tu es incroyable dans ce que tu fais, a-t-elle dit. Mais tu as toujours été la forte. Tu n'as pas besoin du même filet de sécurité qu'eux. Elle a hésité, laissant l'autre nom non prononcé, mais nous l'avons toutes les deux entendu. Il y a des gens dans cette famille qui ont besoin de sécurité davantage. L'air a changé. La pièce ne s'est pas refroidie, mais c'était tout comme. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un dossier. Papier épais, onglet formel. Je connaissais ce look. C'était le même genre de dossier que je voyais lors des réunions d'investisseurs et des signatures de contrats. Ce sont les documents, a-t-elle dit. Nous avons travaillé avec les avocats. Tout restera dans la famille, la marque, les clients, tout. Nous changeons juste qui porte la responsabilité. J'ai ouvert le dossier. Mon nom était partout, imprimé, intégré, filé à travers des clauses que je ne reconnaissais pas.
Vers la fin, j'ai vu un terme qui m'a noué l'estomac. Restructuration du contrôle. En dessous, une traduction simple, je n'étais plus la propriétaire. On m'offrait un rôle de consultante, si je le voulais. Ça n'a aucun sens, ai-je dit, bien que ma voix soit sortie plus calme que je ne le sentais. J'ai construit ça. J'ai pris les risques. C'est moi qui signe des contrats à 2 heures du matin pendant que tout le monde dort. Et c'est exactement pour ça que tu t'en sortiras, a-t-elle répondu. Tu sais construire. Tu as ce don. D'autres non. Ils ont besoin de quelque chose de déjà debout pour rester à flot. Sur la table entre nous reposait sa tasse intacte, la surface du thé reflétant la lumière du plafond comme un minuscule miroir tremblant. Mon esprit a flashé sur notre cuisine des années auparavant. Cette serviette tachée de café, la façon dont mes rêves avaient été reportés pour qu'une autre crise puisse être gérée en priorité. Même scénario, accessoires différents. Une pensée laide s'est glissée en moi. Dans cet héritage familial, qui était réellement l'héritier, et qui n'avait fait que les travaux de construction? Alors que je feuilletais les pages, un autre détail a piqué mon attention, une nouvelle ligne de crédit approuvée récemment, utilisant les actifs de l'entreprise comme garantie. La justification était vague. Expansion future et flexibilité opérationnelle. C'était le genre de phrase qu'on utilise quand on espère que personne ne demandera où l'argent est réellement allé. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé de ça, ai-je demandé en tapotant la page. Elle l'a balayé de la main. Des trucs techniques. Les avocats s'en sont occupés. Tu n'as pas besoin de stresser pour chaque petit détail financier. C'est pour ce qu'il y a de mieux pour la famille. Mieux pour la famille. Les mots avaient un goût amer. Si c'était vraiment pour nous tous, pourquoi avais-je l'impression d'être la seule à qui l'on demandait de disparaître? Je sentais un rire monter dans ma gorge, cassant et tranchant. Pendant une seconde, j'ai failli le laisser sortir. Au lieu de cela, j'ai refermé le dossier doucement. Donc le plan, ai-je dit, c'est que je cède l'entreprise que j'ai bâtie, que je m'efface, et que je fasse confiance à cet héritage pour prendre soin de gens qui ne sont jamais restés éveillés avec moi pour le maintenir en vie? Et je suis censée être reconnaissante parce que je suis assez forte pour repartir de zéro. Ses yeux se sont remplis d'une sorte de surprise blessée, comme si ma réaction était la véritable trahison. Ce n'est pas une punition, a-t-elle insisté. C'est un équilibre. Tu as toujours voulu ta propre voix, ta propre identité. Cela te libère pour faire ça. Nous gardons l'entreprise là où elle doit être. Tout le monde gagne. Tout le monde, apparemment, sauf la personne qui avait tiré cette entreprise vers l'existence en premier lieu. Là, dans ce restaurant sombre avec du thé refroidi entre nous et mon nom éparpillé dans les contrats comme un filigrane, la forme de la vérité s'est finalement installée. Quand ma mère disait « héritage familial », elle ne voulait pas dire nous tous. Elle voulait dire l'histoire qu'elle se racontait depuis des années. Celle où j'étais le bâtisseur fiable et où quelqu'un d'autre se tenait sous les projecteurs. J'ai fermé le dossier et réalisé que cette réunion n'était pas une discussion. C'était la présentation d'une décision prise sans moi. Le seul choix qui restait était quel genre de fin j'allais écrire pour moi-même à l'intérieur de celle-ci. Si le restaurant était la représentation, le salon était l'autopsie. Quelques jours après cette réunion, ma mère a insisté pour que nous en parlions en famille. La maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, des photos encadrées sur les murs, le vieux canapé qui s'affaissait au milieu, la faible odeur de nettoyant au citron accrochée à tout. Décor familier, enjeux inconnus. Les contrats reposaient sur la table basse, le même dossier du restaurant, maintenant légèrement usé au bord. Ma mère rôdait près de lui, redressant des pages qui n'avaient pas besoin d'être redressées. Elle répétait une phrase comme une incantation. Nous gardons juste cela dans la famille. Plus elle le disait, plus les mots semblaient froids. Si la famille était vraiment la raison, pourquoi étais-je soudainement positionnée comme l'étrangère? Comment une structure peut-elle prétendre à l'unité tout en poussant son architecte principal vers la sortie de service? J'ai repris le dossier, lisant plus lentement cette fois. Parmi le jargon juridique, cette même ligne de crédit me fixait. De l'argent frais injecté dans l'entreprise sur la promesse de profit futur. Un hameçon silencieux enfonçait profondément dans les fondations que j'avais posées. Plus je regardais ces dates, plus il devenait clair que cette transition avait été planifiée bien avant que je ne sois invité à la table. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé de ce prêt, ai-je demandé. La mâchoire de ma mère s'est serrée. Parce que c'est technique, et nous ne voulions pas que tu stresses.
On ne cache pas des choses à un partenaire commercial pour épargner ses sentiments. On les cache parce qu'on sait qu'il dirait non. Une colère lente a commencé à monter. Pas le genre qui explose, mais le genre qui s'empile brique par brique. Chaque, tu t'en sortiras. Chaque, tu es forte. Chaque fois que mes besoins ont été reportés parce que la crise de quelqu'un d'autre criait plus fort. Tout cela superposé dans ce moment où mon entreprise entière était déplacée comme un pion sur un plateau. Elle a fait un geste vers les contrats. Signe, et cela reste à nous. Ton travail, ta marque, tout ce que tu as construit reste dans la famille. C'est ce qui compte. Le paradoxe était presque élégant. La famille était à la fois la justification pour m'effacer et le bouclier qu'elle levait quand je tressaillais. Si je résistais, j'attaquais la chose même à laquelle j'avais passé des années à me dire que j'appartenais encore à moitié. J'ai regardé autour du salon, les photos de vacances où j'étais arrivé en retard, venant des chantiers, couvertes de poussière et d'excuses. Dans presque chaque cadre, j'étais légèrement sur le côté, penché, à moitié flou. Le centre des photos était toujours le même. Les histoires plus bruyantes, les crises plus désordonnées, les gens qui avaient besoin de plus. Une pensée a fait surface, plus silencieuse que la colère mais plus lourde. Si je signais, participerais-je à mon propre effacement? Et si je refusais, échangerais-je simplement cet effacement contre une nouvelle identité? L'enfant ingrat et égoïste qui a abandonné sa famille pour l'argent. Certains pensent que la vengeance commence par la rage. Pour moi, elle a commencé par une ligne que j'ai tracée dans mon esprit, fine et invisible, entre ce que je leur devais et ce qu'ils n'avaient aucun droit de continuer à exiger. Ma mère s'est lancée dans un autre discours sur le sacrifice et l'unité, sur la façon dont nous devons parfois lâcher ce que nous aimons pour le bien commun. Elle parlait comme si elle aussi perdait quelque chose, comme si le poids de tout cela était équitablement réparti, mais les chiffres n'étaient pas d'accord. Le risque attaché à cette nouvelle ligne de crédit n'était pas d'accord. La façon dont mon nom apparaissait sur certains documents, comme s'il avait toujours été destiné à glisser silencieusement dans un rôle de garant, n'était absolument pas d'accord. La vengeance, pensais-je, pourrait simplement être le choix d'arrêter de participer à une histoire qui vous consume sans jamais vous nourrir en retour. « Vas-tu signer » a-t-elle demandé, la douceur de son ton commençant à s'effilocher. J'ai pris le stylo. La pièce semblait trop petite, l'air trop épais, mais ma main était stable. J'ai signé le transfert qui me coupait de l'entreprise que j'avais bâtie. Je n'ai rien signé qui me plaçait comme co-signataire de la nouvelle dette. Ces papiers n'étaient pas sur la table. Du moins, pas encore. Alors que l'encre séchait, ma mère a laissé échapper un souffle qui semblait presque soulagé. « Tu verras » a-t-elle dit. « Ce sera mieux pour tout le monde. » Pour tout le monde, avait toujours été une catégorie étrangement sélective dans cette maison. Je suis sorti de ce salon avec ma copie des documents et une promesse silencieuse pliée sous mes côtes. Je ne passerai pas le reste de ma vie à pardonner aux gens qui confondaient mon endurance avec mon consentement. S'ils essayaient un jour de me ramener dans les décombres qu'ils construisaient sans moi, ma réponse ne serait pas celle à laquelle ils étaient habitués. À l'époque, je pensais que cette promesse n'était qu'un serment privé. Je ne savais pas que, quelques semaines plus tard, elle deviendrait la seule barrière entre moi et un désastre portant mon nom. La première fois que quelqu'un a appelé mon absence une démonstration de force, j'étais assise en face de Chad dans un petit café qui sentait exactement comme le magasin de meubles où j'avais dessiné mes premiers designs. La boucle est bouclée, a-t-il plaisanté. Table différente. Même fille têtue avec trop d'ambition et pas assez de renfort. Toi qui t'en vas? A-t-il dit en remuant sa boisson. C'est peut-être la chose la plus bruyante que tu aies jamais faite. J'ai ricané. Cela ressemblait plus à un effondrement en privé. Il a secoué la tête. Tu sous-estimes le silence. Ils ont passé des années à supposer que tu accourais dès qu'ils crieraient. Cette fois, tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas rien. Il avait raison. Mais je ne comprenais pas complètement à quel point il avait raison avant que nous commencions à rembobiner le fil des événements qui nous avaient menés là. Revenons quelques semaines en arrière. L'annonce officielle de la transition a été publiée sur le site web de l'entreprise et les réseaux sociaux. Une photo soignée de ma mère et de ma sœur dans l'un de nos projets phares, tout en sourire et éclairage doux. La légende appelait cela « un nouveau chapitre passionnant dans notre entreprise familiale ». J'étais mentionné en une seule ligne, Madison Gray prendra du recul pour poursuivre des projets créatifs personnels. Prendre du recul, comme si j'avais simplement décidé de prendre de longues vacances.
J'ai essayé de détourner le regard, de me concentrer sur mon nouveau studio vide à la place. Des murs nus, des bureaux loués, une poignée de planches d'échantillons appuyées contre la brique. Mais Internet se fiche de ce que vous essayez d'ignorer. Les clients ont commencé à envoyer des messages. Un client de longue date a envoyé « Et, tu es toujours impliqué là-bas ?» Quelque chose sonne faux. Un autre a écrit « Nous avons signé sur la base de ton nom. » Maintenant, personne ne répond aux emails. Tout va bien? Leurs mots tressaient frustration et loyauté d'une manière qui blessait et guérissait en même temps. Mon instinct était d'accourir, de réparer les choses en coulisses, de préserver la marque que j'avais bâtie, même si mon nom n'était plus sur la porte. Cet instinct était exactement ce qui avait été exploité pendant des années. Alors, au lieu de ramper pour revenir, j'ai répondu honnêtement mais prudemment. J'étais parti. Je recommençais à zéro. Je leur souhaitais le meilleur. Mais s'ils voulaient mon travail, ce serait avec mon nouveau studio. À mes conditions. Certains se sont éloignés. Certains ont dit qu'ils y réfléchiraient. Certains sont revenus en quelques jours, en colère après des délais manqués et des promesses non tenues. Soudainement plus disposés à suivre la personne qui avait produit les résultats qu'ils aimaient, plutôt que l'étiquette qui les encadrait désormais. Plus j'entendais d'histoires design à moitié finies, budgets explosés, appels esquivés, plus cela devenait clair. Mon absence n'était pas un petit vide. C'était un gouffre. Puis vinrent les murmures sur l'argent. Un fournisseur a mentionné que les factures restaient impayées. Un entrepreneur s'est plaint que les chèques arrivaient en retard et incomplets. Personne n'avait de preuve de quoi que ce soit d'illégal, mais le schéma était familier, trop promettre, trop dépenser, supposer que quelqu'un d'autre les renflouerait. C'est au cœur de cette tempête grandissante que Chad m'a traîné dehors pour un café. Il me connaissait depuis la rénovation de mon premier appartement, quand je facturais à peine plus que le prix coûtant et priais pour que quelqu'un aime le résultat assez pour le dire à ses amis. Il avait vu l'ascension. Il avait vu le sacrifice. Je regarde ce qui se passe, a-t-il dit, les mains enroulées autour de sa tasse. Ils commercent sur ta réputation tout en la détruisant de l'intérieur. Combien de temps vas-tu les laisser utiliser ton ombre pour couvrir leur désordre? J'ai fixé la table, le mince anneau que sa tasse avait laissé sur le bois. Qu'est-ce que je suis censé faire? Courir là-bas et offrir du conseil gratuit? Non, a-t-il dit sèchement. Tu construis quelque chose de nouveau. Et tu le fais si bien que quiconque prête attention verra exactement où est allé le vrai talent. Il s'est penché en arrière, m'étudiant. Il voulait la coquille de ton entreprise sans la substance. Laisse-les la voir. Toi, prends la substance et recommence. C'était là, exposé plus clairement que je n'avais osé le penser. L'absence transformée en arme. Pas en les attaquant directement, mais en créant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrefaire. Ça fait mesquin, ai-je marmonné. Ça fait juste, a-t-il corrigé. D'ailleurs, est-ce une punition si tout ce que tu fais est de montrer la vérité? Cette question s'est logée quelque part profondément. Si le succès exposait naturellement les gens qui avaient essayé d'en voler la source, était-ce de la vengeance, ou juste la gravité faisant enfin son travail? Dans la semaine qui a suivi ce café, j'ai signé le bail du loft industriel qui allait devenir mon nouveau studio. Au plafond, briques apparentes, éclairage terrible. Au début, cela ne ressemblait pas à grand-chose. Cela ressemblait à la liberté. J'ai épinglé la vieille serviette tachée de café au mur près de mon bureau, juste à côté d'une feuille de papier vierge. Vieux rêve, nouveau départ. Cette fois, il n'y aurait pas de nom de famille partagé sur les actes. Juste le mien. Recommencer à zéro faisait mal de toutes les manières prévisibles. L'argent était plus serré, le filet de sécurité plus mince, les heures, d'une certaine manière, encore plus longues qu'avant. Mais pour la première fois depuis des années, chaque nuit tardive ressemblait à un choix fait pour moi, pas pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Madison Gray Studio, mon nom tout seul, pas de propriété partagée, a commencé comme un murmure dans un marché bruyant. J'ai envoyé un email à une poignée de clients en qui j'avais confiance, pas avec une histoire larmoyante, mais avec une invitation. Je prends un nombre limité de projets, et j'écris. Studio plus petit, attention plus ciblée. Si vous voulez le genre de travail que nous faisions avant, sans le chaos auquel vous avez eu affaire ces derniers temps, j'aimerais qu'on discute. Certains ont dit non, certains n'ont pas répondu. Suffisamment ont dit oui. Nous avons commencé avec ce que nous pouvions gérer.
Un loft au centre-ville, une rénovation de maison familiale, un café-boutique qui avait besoin de ressembler à une évasion. J'ai tout documenté, des réels avant et après, des timelapses de rouleaux de peinture et d'installation d'éclairage, de courts clips de clients pleurant de joie en voyant leurs espaces finis sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais mentionné mon ancienne entreprise par son nom. Je n'en avais pas besoin. Les commentaires comblaient le vide. Ah, c'est donc là que la magie est passée. Pas étonnant que l'autre endroit semble différent maintenant. Ça explique pourquoi notre dernier projet s'est écrasé en flammes. Pendant ce temps, les gens qui étaient restés dans mon ancienne entreprise ont commencé à s'en aller au compte-gouttes. Une ancienne chef de projet a demandé à me voir. Elle s'est assise dans mon bureau à moitié meublé, se tordant les mains. Il continue d'utiliser ton nom dans les réunions, a-t-elle dit, disant au client que tu es toujours en arrière-plan à tout valider. Mais il rogne sur les coûts, manque les délais, et maintenant il y a des rumeurs sur l'argent. Ça sonne faux. S'ils étaient prêts à faire commerce de ma réputation comme ça dans les conversations, que faisaient-ils sur le papier? Cette réponse est arrivée lors d'une conférence de l'industrie quelques mois plus tard. J'ai failli ne pas y aller. Je me sentais comme une imposture assise dans un panel intitulé « Femmes redéfinissant le design », mais l'invitation était arrivée avant la transition et les organisateurs m'avaient supplié de ne pas annuler. Alors, j'ai mis le même tailleur que j'avais porté pour présenter mon premier grand projet d'hôtel, un rappel silencieux de tout ce à quoi j'avais déjà survécu, et je suis entré dans une salle de bal d'hôtel remplie de gens qui pensaient connaître mon histoire. Pendant une pause, alors que je jonglais avec une assiette d'amuse-gueule et des banalités, un homme en costume gris conservateur s'est approché de moi. Il s'est présenté comme un représentant d'un groupe d'investissement spécialisé dans le développement d'entreprises créatives. « Nous avons rencontré votre mère il y a quelque temps », a-t-il dit. « On nous a dit que vous étiez toujours très impliqué. » Les mots ont atterri comme de la glace le long de ma colonne vertébrale. Il a fait glisser un dossier mince sur la table haute. « Je pense que vous devriez voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des états financiers, des contrats, et un document qui m'a donné la chair de poule. Une ligne de crédit importante approuvée après mon retrait, listant mon ancienne entreprise comme emprunteur. Et sur la ligne du garant, mon nom. Ma signature flottait au-dessus de la date, nette et confiante. J'ai su instantanément que ce n'était pas la mienne. C'était proche. Les boucles étaient similaires. L'inclinaison était presque bonne. Mais il y avait une raideur dans le tracé, une tentative pratiquée au lieu d'une mémoire musculaire. Quiconque l'avait signé connaissait mon écriture assez bien pour l'imiter, juste pas assez bien pour l'habiter. Mon cœur battait fort dans mes oreilles, mais ma voix est restée égale. « Où avez-vous eu ça ?» ai-je demandé. « De votre mère » a-t-il dit. Elle a longuement parlé de garder l'entreprise dans la famille, de la façon dont vous seriez toujours là pour garantir son avenir. Les chiffres depuis lors ont été inquiétants, paiements manqués, comptabilité créative. Quand nous avons commencé à creuser, certains d'entre nous se sont demandé si vous saviez même que cela existait. Le monde s'est rétréci au papier dans ma main, cette promesse falsifiée, me liant à des dettes que je n'avais jamais acceptées. À ce moment-là, toute illusion restante que cela avait été une transition mal avisée mais aimante est morte. Ce n'était pas simplement du favoritisme ou un mauvais jugement. C'était de la fraude enveloppée dans le langage de la famille. Je n'ai aucune connaissance de ce prêt, ai-je dit. Je n'ai pas signé ça. Je suis parti avant que ces papiers ne soient rédigés. Il a observé mon visage attentivement, puis a hoché la tête comme s'il venait de confirmer une hypothèse. Nous nous en doutions, a-t-il répondu. Il va y avoir une réunion avec les autres investisseurs et le conseil d'administration. Nous avons besoin de clarté. Nous aimerions que vous soyez là. Pendant qu'il parlait, un calme étrange s'est installé en moi. Pendant des années, ma force avait été utilisée comme une justification pour supposer que j'absorberais chaque coup sans rien dire. Maintenant, cette même force allait tout tirer vers la lumière. Sur le vol de retour de cette conférence, j'ai regardé par le hublot et pensé à l'équation qui tournait en arrière-plan de ma vie. Ils avaient utilisé mon nom pour construire leur crédibilité, mon travail pour attirer des clients, ma résilience pour excuser chaque décision injuste. S'ils étaient prêts à forger ma signature pour obtenir plus d'argent, à quoi d'autre s'étaient-ils dit qu'ils avaient droit? S'ils avaient emprunté mon identité pour garder leur maison debout, était-ce vraiment cruel de construire ma propre maison plus haut et de laisser la leur s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges? Au moment où ma mère a appelé, me suppliant de sauver ma sœur, les dégâts étaient déjà faits. Ce qu'elle ignorait,
c'est que je venais de sortir d'une salle de conférence où chaque mensonge qu'ils avaient emballé dans la famille avait été mis à nu, réduit à ses chiffres bruts et laids. La réunion a eu lieu dans une salle de conférence au mur de verre, au 20e étage. La ville s'étalait sous nous comme un rappel que les réputations peuvent sembler solides de loin, même pendant qu'elles s'effritent de près. Autour de la table étaient assis des investisseurs, quelques clients clés, et 2 avocats qui irradiaient le genre de silence qui pousse les gens à se confesser. À l'autre bout étaient assises ma mère et ma sœur, toutes 2 paraissant plus petites que je ne les avais jamais vues, vêtues de tenues qui essayaient trop fort de dire « sous contrôle ». L'homme de la conférence a ouvert la réunion. Il a projeté des copies des documents de prêt falsifiés sur un écran, la courbe noire de ma fausse signature magnifiée pour que tout le monde la voie. Nous sommes ici pour résoudre une divergence, a-t-il dit. Ces prêts ont été acquis sous la déclaration que Madison Gray restait une garante active des obligations de cette entreprise. Elle affirme qu'elle n'a pas été informée, n'a pas consenti, et n'a pas signé. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai parlé une fois, clairement, calmement. J'ai expliqué quand j'étais parti, ce que j'avais signé et ce que je n'avais pas signé. J'ai décrit comment j'avais découvert la falsification. Je n'ai pas spéculé sur les motifs. Je n'ai accusé personne nommément. J'ai simplement posé les faits sur la table comme des preuves. Quand j'ai fini, la pièce a reporté son attention sur ma mère. Au début, elle a fait ce qu'elle faisait toujours, elle a cherché à charmer. Elle a parlé de manque de communication, d'avoir supposé que Madison ferait toujours partie de nous, d'un malentendu familial monté en épingle. Mais le charme n'équilibre pas les comptes, et les sentiments ne corrigent pas les grands livres. Les avocats ont demandé qui avait donné l'instruction de rédiger les documents. Ils ont demandé qui les avait signés. Ils ont demandé où l'argent était allé. Cette dernière question fut celle qui a vidé la pièce de son air. Une quantité déprimante du prêt n'était pas du tout dans l'entreprise. Elle avait été siphonnée dans des choses étiquetées comme « relations clients » et « retraites opérationnelles », qui ressemblaient beaucoup à des frais de scolarité d'école privée, des vacances de luxe et un nouveau SUV. Le reste avait été jeté dans des expansions bâclées et des décisions de sureffectif prises avec la confiance de gens qui croyaient que si les choses tournaient mal, quelqu'un de plus fort interviendrait pour réparer. À un moment donné, ma sœur a essayé de parler. Nous pensions que Madison ne s'en soucierait pas, a-t-elle dit. Elle a toujours dit que nous étions ensemble là-dedans. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de ce qu'elles avaient fait. Elles avaient pris ma volonté passée de faire des sacrifices et l'avaient transformée en chèque en blanc. Les investisseurs n'ont pas bien pris la chose. À la fin de la réunion, leur décision était claire. Le financement était retiré. Des options étaient explorées pour récupérer ce qui pouvait l'être. Les conséquences juridiques n'étaient plus une menace lointaine. Elles étaient une réalité imminente. J'ai quitté cette pièce avec 2 choses, la liberté d'une dette qui avait failli être accrochée à mon cou, et une vue au premier rang sur l'effondrement qui était désormais inarrêtable. Je n'avais pas poussé le bâtiment. Je m'étais simplement écarté du mur sur lequel elle s'était appuyée trop fort. Ce qui nous ramène à l'appel téléphonique. Il est arrivé 2 jours plus tard, juste après que j'ai fini une visite de chantier sur un nouveau projet. J'étais de retour dans mon propre studio, entouré de planches d'échantillons et du bourdonnement d'une équipe qui me faisait confiance parce que je n'avais jamais utilisé leur nom sur quoi que ce soit sans leur consentement. Le nom de ma mère a clignoté sur l'écran. J'ai failli laisser passer sur la messagerie. Failli. Quand j'ai répondu, sa voix était en lambeaux. Ils ferment tout, a-t-elle sangloté. La banque, les investisseurs, tout le monde. Ta sœur s'effondre. Elle fait des crises de panique. Elle dort à peine. Elle continue de dire que tout est fini. Nous pourrions perdre la maison. S'il te plaît, tu dois aider. Si tu reviens, si tu reprends les choses en main, si tu leur parles, peut-être qu'ils nous donneront une autre chance. En arrière-plan, je pouvais entendre quelqu'un pleurer plus fort. Le son étouffé et désespéré d'une personne qui vient de réaliser que la falaise qu'elle pensait être une marche en était bien une. Il fut un temps où ce son m'aurait arraché à ma propre vie sans hésitation. Où j'aurais conduit là-bas avec un ordinateur portable et un plan, prêt à porter tout le monde sur mon dos à nouveau. Mais je venais de regarder une salle pleine de gens lire les preuves de la façon dont mon nom avait été utilisé sans ma permission. Je venais d'entendre ma sœur dire de sa propre bouche qu'elle avait supposé que je ne m'en soucierais pas. La supplique de ma mère tordait l'histoire comme elle l'avait toujours fait. Nous ne parlions plus de fraude et d'identité volée. Nous parlions de famille, de ta sœur,
des enfants, de chaque levier émotionnel qui avait jamais été tiré pour transformer ma force en une ressource à laquelle elles avaient droit. Pendant un moment, la culpabilité et la fureur se sont battues pour l'espace dans ma poitrine. Puis quelque chose de plus calme l'a emporté. La clarté. Tu leur as dit que j'étais derrière les prêts, ai-je dit. Tu as utilisé mon nom pour obtenir de l'argent que je n'ai jamais accepté. Et maintenant tu veux que j'intervienne et que je fasse disparaître tout ça? Elle a reniflé, défensive même à travers les larmes. Nous pensions que tu comprendrais. Nous l'avons fait pour la famille, pour la stabilité. Tu as du succès maintenant. Tu peux gérer ça. Elle ne peut pas, c'était là. Le vieux script dans sa forme la plus brute. Ta force est notre filet de sécurité. Maman, ai-je dit, tu as décidé un jour que ce que j'avais construit appartenait à quelqu'un d'autre parce que tu pensais qu'elle en avait plus besoin. Tu as appelé ça de la justice. Tu as appelé ça de l'amour. Ensuite, tu as utilisé mon nom pour maintenir cette décision à flot. Tu n'as pas demandé. Tu as supposé. Et maintenant que ça coule, tu me demandes de me noyer avec vous pour que vous n'ayez pas à affronter le fond toute seule. Le silence s'est étiré au bout du fil. En lui, je pouvais entendre chaque moment où je m'étais laissé distribuer le rôle de la fiable, de la réparatrice, de celle qui reviendrait toujours à la maison quand on l'appelait. Tu laisserais vraiment ta propre sœur tout perdre, a-t-elle chuchoté. Dans une autre version de cette histoire, cette question serait le point de rupture. J'accourais. Je négocierais avec les banques, assumerais la dette, engagerais des avocats, intégrerais ma sœur dans mon studio, me dirais que le martyr était la même chose que la loyauté. Dans cette version, celle que j'écris enfin pour moi-même, cette question a exposé une vérité différente. Chaque fois que je les sauvais des conséquences de leur choix, je leur apprenais qu'elles n'avaient jamais besoin de changer. Je ne lui fais rien perdre, ai-je dit. Elle a fait ça quand elle a pris ce qui était à moi et a dépensé de l'argent qui n'était pas le sien, en supposant que mon nom absorberait le choc. Tu as aidé. Je choisis juste de ne pas être le bouclier cette fois. Elle a recommencé à pleurer. Plus doucement maintenant, comme si elle comprenait enfin que ses outils habituels ne fonctionnaient pas, alors, tu ne vas pas aider, a-t-elle dit. Je ne reprendrai pas sa dette, ai-je répondu. Je ne signerai rien. Je ne la ferai pas entrer dans mon entreprise. Je t'enverrai par SMS le numéro d'un avocat qui peut vous aider à négocier, et d'un thérapeute qui peut l'aider à survivre à cela sans se détruire elle-même. Ce sont les seules bouées de sauvetage que j'offre. Tu es devenu cruel, a-t-elle chuchoté. Peut-être que c'est ce à quoi cela ressemblait de là où elle se tenait. La source de chaque sauvetage de dernière minute reculant soudainement, les bras croisés. De là où je me tenais, dans un studio que j'avais reconstruit à partir de rien 2 fois maintenant, cela ressemblait moins à de la cruauté qu'au fait de rendre enfin le poids de leur choix aux personnes qui les avaient faits. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps devant le mur où j'avais épinglé cette vieille serviette tachée de café il y a des années. À côté, il y avait une nouvelle esquisse, un espace beaucoup plus grand que nous étions sur le point de rénover. Un projet qui propulserait mon studio dans une nouvelle ligue. La serviette ne ressemblait plus à la preuve d'un rêve volé. Elle ressemblait à la première page d'une histoire qui avait fait un long et brutal détour par la trahison, pour revenir à quelque chose que j'aurais dû revendiquer plus tôt, ma propre valeur, indépendamment de qui avait le plus besoin de moi. Les gens aiment les morales bien nettes. Alors, voici ce que j'ai de plus proche. Ma mère a un jour justifié le fait de donner mon entreprise avec une phrase qui m'a transformé en soutien d'arrière-plan pour la vie de quelqu'un d'autre. Cette phrase a ouvert une porte qui menait tout droit à des mensonges financiers, un effondrement juridique, et un appel téléphonique auquel elle n'imaginait pas que je répondrais par autre chose qu'un sauvetage. À la fin, je n'ai pas crié. Je ne les ai pas poursuivis jusqu'à l'anéantissement. Je n'ai pas brûlé leur maison. J'ai fait bien pire à leurs yeux. Je les ai laissés vivre dans la vérité qu'elles avaient construite, et j'ai avancé vers une vie où être fort ne signifiait plus être disponible pour être utilisé. Si c'était vous, debout entre la famille qui a toujours supposé que vous la sauveriez et l'avenir que vous aviez enfin sculpté pour vous-même, auriez-vous choisi le sauvetage ou la police?